carrosse, avec le populo qu'il y a rue de Rivoli, il va certainement passer par derrière. Encore heureux si les gens ne guettent pas de ce côté. Des fois, je me dis que j'aurais jamais dû servir chez Talleyrand une girouette. Un jour, il est pour l'empereur, l'autre jour pour le roi, et le troisième pour les Anglais. Et alors moi, de quoi j'ai l'air vis-à-vis des gens du quartier? Mais ça, c'est les apparences. Mon maître, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, c'est peut-être un grand noble de très vieille noblesse, mais c'est surtout un futé. Il a été évêque d'Autun, puis, à la Révolution, député d'Autun. Il a fini président de l'Assemblée nationale. Bon, pendant la Terreur, il est parti faire un tour en Amérique. Mais après, il a toujours été ministre des Relations extérieures, du Directoire, du Consulat, de l'Empire et de la Première Restauration. S'ils inventent autre chose, il sera toujours ministre des Relations extérieures. Si bien qu'il a représenté la France au Congrès de Vienne. La France était vaincue, mais mon maître était là et il a tout arrangé. Et puis, patatras, Napoléon est revenu de l'île d'Elbe. Ah, celui-là! Mais voilà, le mois dernier, il s'est fait battre à Waterloo. Et maintenant, il est sur l'île de Sainte-Hélène pour de bon. Plus d'empereur. Le roi Louis XVIII, le Bourbon, lui, il a fui en Belgique, à Gand. Et nous, on est le 6 juillet 1815. Et on n'a plus rien. Tellement rien qu'il va falloir faire quelque chose. Hein. Les Parisiens sont là pour exiger que les Alliés s'en aillent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Le fils de Napoléon, il a 4 ans et sa mère est autrichienne. Une république ou bien une monarchie constitutionnelle, comme ils disent? Avec quel roi? Louis XVIII ou un autre? Ah, j'entends une autre voiture dans la cour. Attendez un peu. Fouché! C'est Fouché! Mais qu'est-ce qu'il fait là, le ministre de la Police? Lui aussi, il sait naviguer. Pas noble pour un sou, il a participé à la Révolution. Il a même voté la mort de Louis XVI. Remarquez, Talleyrand, lui, il a sûrement aidé à la mort du duc d'Enghien. Fouché, c'est un terrible. Il a fait tirer au canon à Lyon sur nous autres pauvres gens. Comme si la guillotine était trop lente. Et tu aurais père et mère, celui-là. Et il paraît qu'il a des dossiers sur tout le monde. Il a des fiches. Il a des réseaux, des informateurs. Je crois même que Jacques, notre cocher, on l'a nommé chef du gouvernement provisoire. Lui que Napoléon avait fait duc d'Otrante. Remarquez, mon maître était bien prince de Bénévent. Enfin, tout ça, c'est de la politique. Mais il en faut, ma pauvre dame. Car sinon, qui est-ce qui gouvernerait la France? Hein?
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai moins peur quand il est là. Et moi, je vous dis que si ces deux-là se mettent d'accord, hein, les autres, ils n'auront plus qu'à filer droit. Et il n'y aura plus de pierres jetées dans mon salon. Non mais... Ah, prince, quelle joie d'être reçu chez vous. Je n'avais jamais eu ce privilège. C'est bien le salon de l'Aigle. On m'en a tant parlé, mais toute l'Europe en parle. Je vous prie d'excuser ce désordre, monsieur Fouché, mais j'étais encore à Gand avant-hier, et les scellés avaient été apposés sur la porte. Oui, les scellés. Mais vous qui savez tout, je ne vous apprends rien. Ah, en quel temps nous vivons? Vous avez fait bon voyage? Excellent. J'étais avec Sa Majesté. Comment se porte-t-elle? Fort bien. La mine rubiconde et l'esprit vif. Il paraît qu'elle en a beaucoup. Beaucoup d'esprit, monsieur Fouché. Sans vous, elle serait encore à Gand. Elle est encore à Saint-Denis. Vous avez encore une fois divinement manœuvré en sa faveur. J'ai audience demain à Saint-Denis, chez le roi. De couvert. Vous étiez donc bien sûr de vous en me proposant un souper tout à l'heure? Nous sommes seuls? Je ne vous suffis pas, monsieur Fouché. Mais asseyez-vous donc. J'ai pour ma part une petite faim, si vous voulez bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Quel bonheur de vous voir. Depuis combien de temps n'avons-nous pas causé dans le particulier? Ah, le temps vous aurait semblé long. Oui, vous me manquiez, monsieur le duc. Je n'aurais osé l'espérer. Plus les temps sont troublés, plus l'amitié est précieuse. Je dirais même nécessaire entre certaines personnes. Eh oui, les circonstances, elles rapprochent à de certains moments. Alors, remercions-les. J'ai toujours pressenti que nous aurions ce face-à-face et qu'il nous faudrait un jour décider du cours des choses. En somme, nous entretenir à cœur ouvert. Nous sommes faits pour nous comprendre. À demi-mot. Ce sera suffisant. Nous ne sommes pas comme ces soldats ou ces hommes de cour à qui il faut tout expliquer. Et oui, Fouché, nous tirons les fils. À ce jeu-là, je suis le maître. Pas toujours. Votre cocher est né à Nantes, je crois. Mon cocher, il aurait eu affaire à vos services. Vous ne trouvez pas qu'il fait très chaud? J'ai toujours froid, monsieur Fouché. Même quand il fait chaud, j'ai froid. C'est de nature. Et puis, il y a en vous quelque chose d'hivernal. Je vais augmenter mon cocher. Oui, Je crois qu'il le mérite. oui, je connais ces gages. Faites un effort, monseigneur. À notre amitié.
Oui, elle est proverbiale. Et je vais vous le prouver. Foie gras truffé. Du Périgord, donc de chez moi. Oh, prince, vous savez vivre. C'est une habitude, monsieur Fouché. Le savoir-vivre et le savoir-mourir, cela chez nous, c'est à la naissance. Combien de temps, d'après vous, avons-nous devant nous pour souper dans le calme? Très peu de temps. Pas plus. Guère plus. Je ne contrôle plus que mes agents qui peuvent être débordés à tout instant. Nous devons redouter l'émeute. J'en ai l'expérience, ils ne feront pas le détail. Disons 2 heures. 2 heures pour trouver un régime à la France. Il reste que cette fois-ci, ce ne sont pas les Alliés qui sont sous vos fenêtres, mais les Parisiens qui vous détestent et n'attendent leur salut. Que de nous. Nous sommes bien d'accord, monsieur Fouché. Si vous voulez bien, nous partirons de là. Pour aller où? Où que nous allions, je crois que nous cheminerons ensemble. Vous auriez besoin de mon bras? Oui, quand vous avez besoin de ma tête, si j'ose dire. En somme, il était temps pour nous de renouer. À défaut de trancher, encore un peu plus de ce foie gras. Ah, prince, être traité par vous, c'est presque vous appartenir. Et attendez la suite. Asperges en petits pois. Cul d'artichaut à la ravigote. Saumon à la royale. Et filet de perdrix. Ah, prince, à votre table, on ne risque pas à penser de changer de régime. Et puis, ce magnum de champagne. Cadeau du duc de Wellington. Il a meilleur goût chez vous que chez lui. Je n'avais pas bu de champagne depuis notre victoire à Waterloo. Que vous a-t-il semblé de Wellington? Je l'ai trouvé tout à fait creux. Ce qui ne plaint que de lui-même. Et d'un ennui. Désespérant. Heureusement qu'il a promis d'avoir gagné à Waterloo. Mais servez-vous, monsieur le sénateur. Ah, servez-vous. Ah, monseigneur, comme la formule est politique. Ah, je commencerai donc par le saumon. Vous disiez? Si nous ne tombons pas d'accord cette nuit même, nous disparaissons de la scène. À moins que nous soyons jetés dedans, monsieur le président du gouvernement provisoire. Nous n'avons plus tous les deux, vous le savez bien, qu'une seule carte à jouer. Peut-être avez-vous un projet pour la France? J'en ai plusieurs, monsieur l'ancien chef du gouvernement de Sa Majesté. Plusieurs? Racontez-moi cela. La situation n'est pas simple. La Chambre a proclamé Napoléon II empereur. Le fils de l'ogre, soyons sérieux. Et Marie-Louise régente, je me permets de vous le rappeler. Ah, je me tannerai pour ce saumon. Il vient du Rhin par courrier spécial de Strasbourg à Paris. Et dire que chez Wellington, on mange du bouilli dans de la marmelade. Je vous accorde que l'Aiglon n'est pas un prétendant très sérieux devant l'opinion. Mais il n'est pas le seul à postuler. Il y a Louis-Philippe d'Orléans. Le fils du régicide. Allons. Tout cela est si loin. Pas si loin, monsieur, mais je ne pense pas le tour du duc d'Orléans encore venu. Voyons plus près.
Plus près. Oui, tout près. Eh oui, le peuple! On allège la tête! Le peuple français! Ne riez pas! Une république revenue de ses illusions et délivrée de tous ses excès serait une solution à la vacance du pouvoir. Vous voulez revenir au directoire, monsieur Fouché? Cette nuit, à minuit et demi, ce 7 juillet 1815, la France est à qui la voudra. Et jamais son gouvernement ne fut plus provisoire. Je sais que vous le dirigez, monsieur Fouché, mais que présidez-vous en fait? Un troupeau de parlementaires hébétés, encore sous le coup de Waterloo. Mais que demain matin surgisse un homme résolu, ils se coucheront. Le voilà le danger. Un nouveau Bonaparte, issu du peuple, dont l'autorité se nourrira de la faiblesse du pays. J'estime plus prudent de nous donner nous-mêmes un maître que nous connaissons et qui aura besoin de nous. Un maître dont vous présiderez le conseil, encore une fois. Mais cette fois avec vous à mes côtés, votre Excellence. Un dangereux voisinage. Mais qui vous permettra de ne pas me perdre de vue. Vous me surveillerez, Fouché, vous me surveillerez de près. Vous verrez, ce sera très intéressant. J'en suis persuadé, mais nous jouerons à cela plus tard, si vous le voulez bien. Il y a plus urgent. Revenons aux Bourbons. Je crains qu'ils ne soient plus acceptés par le peuple. Ah, vous craignez, vraiment? Quand je dis je crains, je me mets à votre place. En coupant sans façon la tête du roi, nous avons montré qu'il n'était qu'un homme ordinaire, et le ciel ne nous est pas pour cela tombé sur la tête. Alors, une deuxième restauration dans ce pays, après tout ce qu'il a connu depuis un quart de siècle, me paraît pour le moins décevante et difficile. Oui, et alors? Alors, il n'y a plus de monarchie de droit divin. Ce n'est qu'une solution parmi plusieurs. Une solution fragile et aujourd'hui impopulaire. Il faudra l'imposer au peuple. Mais avec quels moyens? Il n'y a plus d'armée française. Cela fait d'ailleurs très longtemps qu'elle n'était plus royaliste. Et la police, bien que puissante, ne peut suffire à réprimer une insurrection générale. Et puis, pourquoi ne pas le dire? Je n'ai pas envie de faire tirer sur le peuple. Mais quel gouvernement? Monsieur Fouché a envie de faire tirer sur le peuple? Aucun! Disons plutôt qu'un gouvernement conscient de sa responsabilité envers le peuple est parfois obligé de faire disperser un attroupement de factieux dans l'intérêt même du peuple. Oui, bon. J'ai un projet. J'en suis très curieux. En tant que président du gouvernement provisoire et prétextant la pénurie de blé et le désordre de la rue, je peux mobiliser la garde nationale et faire révoquer par la Chambre le mandat purement fictif d'une régence impériale. Je n'aurai pas de peine à cela, vous le savez. Les Autrichiennes n'ont plus la cote en France. Ensuite, je dissous le gouvernement provisoire en m'appuyant sur les Jacobins et forme un pouvoir communal et de salut public regroupant tous les républicains, des conventionnels repentis jusqu'au dessus de l'Empire. Ça fait beaucoup de gens. rien que des Parisiens. Mais Paris n'est pas la France. Oui, mais depuis 93, Paris donne le ton. La province suivra, mes agents l'assurent. Elle n'a aucune raison de ne pas faire confiance à une république assagie, égalitaire. Une république espérée en secret par tout le pays et que je lui prépare avec soin depuis des mois. Alors, si vous pouvez dire au gros Bourbon qu'il serait préférable pour lui encore une fois et définitivement de repartir vers la Belgique avec les siens, oh, il va de soi que je me ferai un devoir de vous donner les relations extérieures, à mon côté dans mon gouvernement. Êtes-vous sérieux, Fouché? Qu'en pensez-vous?
En tout cas, on peut dire que vous ne manquez pas d'imagination. Cette façon de disposer des hommes et des événements sur le papier, vous êtes un poète. J'ai les moyens de donner vie à mon poème. Il me suffit d'y croire et j'y crois de plus en plus. Ah, je vais finir par croire mes allants qui m'assurent que vous passez chaque jour 1 heure dans vos cuisines. Il vous trompe, monsieur le duc. J'en passe 2. Comment on nourrit les gens, on les connaît. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Monsieur Fouché, ne laissons pas la situation pourrir. Pour moi, la restauration... Ne me bousculez pas! Je sais, vous ne voyez que les Bourbons, vous n'entendez que les Bourbons, vous n'avez que Bourbon en tête. Je comprends qu'il vous fasse peur. Je suis duc, sénateur, conseiller d'État. Je préside le gouvernement. Les Jacobins sont à ma botte. La République est à nos portes. Alors, vous ne m'intimiderez pas. Personne ne m'a jamais intimidé. Et puis, j'ai la police. Il vous reste en effet quelques agitateurs. C'est suffisant pour retarder la restauration, mais pas pour établir la République. Il faut vous y faire, Fouché. L'avenir, aujourd'hui, est au passé. Les Bourbons sont les seuls à présenter certaines garanties. Oui, pour vous. Pour moi. Pour vous, si je m'en mêle. Et même pour le pays. Alors, Louis XVIII encore. Eh oui, Louis XVIII. On a sauté un numéro, mais on est encore dans la famille. Une famille, notez-le bien, qui a la sympathie des Alliés. Il ne faut pas l'oublier. Paris est occupé. L'occupant a son mot à dire, et il l'a dit. Vous avez entendu Wellington ce soir? I love your Louis, he's the best. Rétablissons la légitimité, votre Excellence. Il n'y a pas 1 heure à perdre. Pasquier, Gouvion-Saint-Cyr, le baron Louis et Jaucourt m'ont donné leur accord pour entrer dans le Conseil. On n'attend plus que vous. Oui, en effet. Si le roi veut coucher aux Tuileries, il n'attend plus que moi pour lui ouvrir la porte de sa chambre. Oui, c'est indubitable, il a besoin de vous. Pour le moment. Vous n'aurez jamais de rival à la police. Et le roi ne l'ignore pas. On a toujours besoin d'un grand ministre de la police. Avec une bonne police, un gouvernement ne peut qu'être bon, puisque personne n'ira dire qu'il est mauvais. Oui, sauf ceux qui sont en prison pour avoir dit qu'ils n'étaient pas bons. Mais les gens qui sont en prison ne sont pas de bons citoyens. Leur avis ne compte pas. Qu'ils en aient un et même une insolence envers le pouvoir. Bon, admettons. Admettons que le roi se sente obligé de me faire bonne figure. Mais il y a dans ce pays plus royaliste que le roi. Les ultras! Mais ne jure que par vous. Et le beau sexe, Fouché, le beau sexe, il n'a de regard que pour vous. Je sais que par vertu, vous préférez vous tenir loin de ces appâts. Mais tout de même, monsieur le président, vos avocates dans le faubourg ont de quoi vous rassurer. Une comtesse de Narbonne, une duchesse de Duras, une princesse de Vaudémont. Eh oui, tout le faubourg vous veut. Avouez que c'est drôle. Il est intelligent, vous cantonnez les Jacobins. Rien qu'à imaginer leur bonnet rouge, le faubourg perd la tête. Il ne me déplaît pas de lui faire un peu peur, mais cela ne durera pas. Quand ces gens auront cessé d'être inquiets, je leur paraîtrai moins aimable et je serai entre leurs mains.
Je suis bien tranquille, monsieur Fouché. Vous aurez établi d'ici là, sur chacun de vos laudateurs, un dossier à rougir. Plein de détails délicieusement compromettants. Un de ces gros dossiers que vous mettez tout votre zèle à composer. Et vous les tiendrez, vos nouveaux amis du faubourg, comme vous tenez aujourd'hui vos anciens amis jacobins. Oui, j'y avais pensé. Mais cela va de soi. Vous ne cessez jamais de penser à vos dossiers. Ce sont vos souvenirs d'amour. Je sais que j'ai moi-même un dossier chez vous. Qui n'en a pas? Ah, mais un comme le vôtre, aussi complet, aussi terrible, il y en a peu, monseigneur. Ah, vous me flattez. Il est vrai que depuis le temps que nous nous connaissons, depuis combien de temps, Fouché? Bah, depuis toujours, nous nous connaissions avant de nous connaître. Voilà comme parlent les amoureux. Puis-je me permettre de vous demander de m'aider à étendre ma jambe? Elle me tire vers le bas. Je crois qu'elle sera en enfer avant moi. Revenons à nos rapports. De police. Précisément. N'est-ce pas moi qui vous ai fait nommer justement à la police en l'an 8 Dont vous m'avez fait révoquer le 28 fructidor en 10. pour vous faire entrer au Sénat. Et en Messidor de l'an 12, Napoléon, sur mon conseil, vous redonnez votre chère police. Et vous deveniez son Excellence, Monseigneur, le sénateur ministre. Et vous, vice-grand électeur, le seul vice qui vous manquait. Je vous fais rire. Ah, je vous revois aux Tuileries lorsque le Corse découvrit votre petit complot en faveur de Murat. Pendant 3h15, j'ai regardé ma montre. Il vous couvrit d'insultes. Un quart d'heure de plus que vous le lendemain de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Oui, nous sommes les deux hommes qui l'aura le plus insulté. Et les deux seuls dont il n'aura pu se passer. Pourtant, vous l'aimiez. Ne lui avez-vous pas écrit « Je ne suis pas complet lorsque je suis loin de vous » Deux prêtres, moi, un petit frère, vous, évêque par décret royal. Tout évêque que j'étais, savez-vous, cher ami, combien de fois j'ai dit la messe? Oui, cette fois. Imbattable. Oh. Oh. Mais en tout cas, petit frère ou évêque, aux yeux de Dieu, une onction est une onction. Et nous avons tous deux défroqué. Oh, moi, je n'étais qu'un moinillon, et la soutane était pour moi comme un linceul. Tandis que vous, un prince de l'Église, nanti d'un évêché dès le berceau, vous vous êtes gâté à plaisir, monseigneur. Non, pas à plaisir. J'ai été poussé vers Dieu sur ce pied-là. Et peut-être lui en ai-je voulu. À votre jambe? Non, à Dieu. On ne s'ennuie pas avec vous, monseigneur. Oh! Et moi qui m'ennuie tant avec moi-même. On ne saura jamais, Fouché, tout ce que ma carrière doit à mon ennui. Que ne ferais-je pour le fuir? On vous dit pourtant paresseux. Dommage que vous ne l'ayez pas été davantage, Fouché. J'ai fait ce qu'il fallait. Pas toujours avec joie, mais je l'ai fait. Alors faites en sorte pour que le roi revienne aux Tuileries. Faites en sorte, monsieur Fouché. Faites en sorte que Paris soit paisible. Faites en sorte que le roi rentre tranquillement dans sa ville. Faites en sorte que je préside le gouvernement. Je le peux. Mais Louis de retour et sa peur oubliée, quel sera mon emploi? J'ai peut-être beaucoup d'imagination, mais je vous vois très bien, au bout de 2 ou 3 mois, avec l'accord du souverain, me proposant une ambassade au pays des Peaux-Rouges.
ou me délivrant un mandat pour visiter les bergeries du Midi. Oh, je serais un très bon inspecteur des bergeries. Je m'y connais comme personne en Bélier-Mérinos. J'en élève d'ailleurs un troupeau dans une de mes fermes en Provence. À votre avenir, monsieur le vice-chancelier, mon avenir ne serait-il pas dans l'élevage en grand du Bélier-Mérinos? Écoutez, Quoi? le silence. C'est vrai, on n'entend plus rien. Pourtant, ils sont tous là. Qui? Mais les gens, les Parisiens, la chaussée Édouard de Monde. Et que font-ils? Ils regardent votre façade en se taisant et sans bouger. Que peuvent-ils attendre? Ils doivent savoir que nous sommes ensemble. Oh, oui, vos agents ont déjà répondu la nouvelle. Ils attendent le résultat de notre entrevue. Je réfléchis, monsieur Fouché. Je réfléchis. Comment pourriez-vous parvenir jusqu'au roi sans que je vous ferai le passage? Il y a entre vous et Sa Majesté, vous le savez, ce mot tranchant que vous avez laissé tomber un matin de janvier 1793. Il était question à l'Assemblée de l'avenir de Louis XVI, vous vous souvenez? Et touchant à cet avenir, lorsqu'on vous a demandé votre avis, Louis XVIII n'avait pas pour son aîné un amour immodéré, je vous le concède. Mais si les rois aiment toujours s'exterminer en famille, ils ne supportent pas qu'un étranger au clan vienne y donner de la lame. Il faut les prendre comme ils sont. L'Ancien Régime. Mais il revient, Fouché, il est aux portes de Paris. Et avec lui, ses souvenirs, ses préjugés, ses indignations de jadis. Pour Sa Majesté, par exemple, avez-vous une idée vraiment de ce que vous représentez? Oui. L'homme, le seul homme qui peut le faire rentrer sans combat dans Paris. Ça, c'est votre utilité, pas votre identité. Non, pour Louis XVIII, il faut que vous le sachiez. Vous n'êtes pas plus président que ministre, que sénateur, que policier en chef ou que duc d'Otrante. D'ailleurs, je ne sais même pas où c'est Otrante. Eh bien, je l'apprendrai. Et vous l'apprendrez à moi aussi, parce que moi non plus, je ne sais pas où c'est. Non, à ce que je peux avoir constaté en conversant avec elle, pour Sa Majesté, votre histoire pour elle s'arrête le 16 janvier 1793, à ce vote fâcheux, déplorable. J'ai un remords pour le saumon. Allez, mon cher, resservez-moi, s'il vous plaît, pendant que vous y êtes. Ah. Ce vote déplorable auquel vous avez dû participer. Ah oui. Le roi, dans sa grande bonté, pourrait essayer d'oublier les mariages républicains de Nantes. Je n'ai fait qu'aider Carrier. L'aider à attacher l'un contre l'autre une nonne et un prêtre et à les envoyer s'aimer nus, oui, tout nus, dans le fond de la Loire. Avouez tout de même. Et à Lyon, votre façon de faire la justice républicaine, enfin, Fouché. J'ai réprimé un soulèvement royaliste. En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en envoyant tirer dessus au canon, Fouché. Ils étaient si nombreux. Je me tannerai pour ce saumon. Et c'est parce que le canon est moins précis que le fusil que vous lanciez ensuite les cavaliers sur les corps pour finir le travail au sabre? On était pris dans l'action, que voulez-vous? Et puis, il y a si longtemps... Votre jeunesse jacobine avait de ses inventions.
Ah, ce vote. Connaissiez-vous en Amérique ce 16 janvier 1793? Oui, bon. J'étais à l'Assemblée. Les circonstances ont voulu. Je vous comprends. Mais c'est au roi qu'il faut expliquer qu'il n'y a rien de commun entre le conventionnel Joseph Fouché et le tout récent duc d'Otrante. En somme, il me faudrait un très bon avocat. Un très bon avocat qui connaisse le fond de votre cœur et qui est l'oreille du roi. Je n'en vois qu'un. Eh oui, Ah, vous êtes impayable. je vous en prie, arrêtons de nous chamailler. Oui ou non, voulez-vous que je parle de vous au roi? Ah, vous me ferez mourir de rire. Votre podagre n'assoira son gros cul sur le trône que si je le veux bien. À propos de cul, monseigneur, celui de vos artichauts ne peuvent que susciter l'hommage. Revenons à celui du podagre. Oui, pour que vous présidiez à nouveau son conseil, il lui faut s'asseoir sur le trône. Mais cela ne dépend que de moi seul. Alors, ne venez pas m'échauffer les oreilles. Allons, Fouché, ou plutôt duc d'Otrante. J'irai même plus loin. Il me suffirait d'ouvrir cette fenêtre et d'appeler les Jacobins qui sont dans la rue. Ils envahiraient votre palais, feraient un feu de tous vos meubles et vous culbuterez par-dessus le balcon. Et à quoi cela, monsieur Fouché, vous servirait-il? Jamais les Alliés ne permettront une nouvelle république en France. Si vous vous manifestez en sa faveur, votre carrière est finie. Réfléchissez. La restauration est la seule voie possible. Et maintenant que le danger corse est conjuré, nous pouvons l'emprunter sans aucun risque. Croyez-moi, cette restauration-là sera la bonne. Elle pourrait se passer de vous. Votre position auprès du roi pourrait être compromise. Elle le sera si je veux. Alors, ne m'obligez pas à le vouloir. Ah, j'oubliais mon dossier. Il y a mon dossier. Oh, quelle menace, j'en tremble. Oui, vous pouvez. Voulez-vous savoir pourquoi mon dossier ne peut rien contre moi? Parce qu'il est de notoriété publique. Il n'a rien à apprendre à personne, et au roi moins qu'à quiconque. Je suis, tout le monde le sait, un concussionnaire, un prévaricateur, un débauché, un évêque apostat, renégat, schismatique. Et marié à une catin divorcée, et qui plus est indienne. Et ma maîtresse a 18 ans, elle vit sous mon toit et elle est ma nièce. Toute la France en parle et s'en accommode fort bien. Non. Ce qui compte aux yeux des gens, c'est mon talent. J'en parlais récemment avec le roi. Il suffit à me préserver de tout. C'est comme s'il y avait chez moi quelque chose d'inexplicable qui porte malheur au gouvernement qui me dédaigne. Intéressant. Maintenant, monsieur le sénateur, regardons devant nous. Je vais à Saint-Denis m'entretenir avec le roi. Je peux m'entremettre pour vous. Vous entremettre. Oui, je lui ferai valoir vos talents et tout ce que l'État peut encore espérer de vous. Sa Majesté Louis XVIII a le sens de l'État et le souci dans la continuité dans le service. Tous vos dossiers vous vaudront bien de regagner la police où ils retrouveront leur place naturelle. Oui, mais pour l'instant, je suis le président du gouvernement provisoire. La garde nationale est à mes ordres. Je n'ai qu'un mot à dire. Et le roi n'aura plus qu'à retourner coucher à Gand. Mais il le sait bien. Il sait parfaitement que, malgré sa forme
sphérique. Il ne peut regagner par la voie aérienne le château des Tuileries. À propos, vous savez qu'il a encore grossi. Tout lui fait ventre. Un ventripotentat. Si le roi connaît mon pouvoir, s'il sait que je suis le seul à pouvoir contenir les jacobins qui tiennent la rue, qu'ai-je besoin d'un avocat? La cause est entendue d'avance. Il me suffit de me présenter seul à Saint-Denis, j'y serai reçu tout de suite, et me ferai un plaisir de saluer sa majesté de votre part. Elle a, vous le constaterez vite, une mémoire de jeune homme et un entêtement de mule. Et avec cela, rancunière, tatillonne, n'ayant rien oublié et rien appris, et donnant parfois l'impression de préférer aller mourir en exil que d'avoir à composer avec certaines gens. N'oublions pas que chez les rois, l'intérêt politique est parfois subordonné à ce qu'on appelait jadis. Voyons, comment appelait-on ce sentiment jadis? Oui, le sens de l'honneur. Par exemple, pour Louis XVIII, un mot dit par étourderie un matin de janvier 1793 peut lui demeurer 20 ans dans l'oreille. Il est vrai que ce mot pesait son poids d'acier et que l'homme qui l'écoutait au banc des accusés était son frère. Quel que soit le besoin qu'il peut avoir d'un homme, il peut lui refuser à jamais son pardon et lui interdire toujours son antichambre. Absurde, allez-vous dire. Mais c'est ainsi que sont parfois les rois. Et c'est tenant compte de ce qu'ils sont que vous ne pouvez pas négliger le soutien de mon art auprès du souverain. Le soutien de votre art. Oui, pour faire oublier à Louis XVIII qu'il y a de cela 22 ans, vous avez fait couper en 2 morceaux son aîné Louis XVI. Un portrait de famille? Oh, on ne les compte plus dans la maison. Nous avons des parents sur tous les murs. La première fois que Sa Majesté me reçut, elle eut la courtoisie de me rappeler que nos maisons étaient toutes données au Xe siècle et de me fit la remarque que si mes ancêtres avaient été plus forts et plus habiles que les siens, c'est moi qui ce jour-là l'aurais prié de prendre une chaise pour discuter de nos affaires. Et ce jeune homme? Le petit-fils du grand Condé. Le duc d'Enghien. Lui-même. Un Bourbon, donc. Cousin du roi. Enlevé en pays de Bade. Et un pays neutre. Et par des cavaliers français sur l'ordre de Bonaparte. Jugé sans avocat. Condamné sans la moindre preuve. Et exécuté la nuit-même dans un fossé du château de Vincennes. Une tache de sang sur les aigles. À votre avis, votre Excellence, à quel motif véritable a obéi Bonaparte dans cette affaire? La rage. Une rage effrayante à propos des complots royalistes. A-t-on essayé de lui faire entendre raison? Il était enragé, il n'écoutait personne. En êtes-vous certain? La copie de votre lettre à Bonaparte en date du 8 mars 1804. L'original est en lieu sûr dans un de mes placards. J'ajouterai que je la tiens de Menneval, ancien secrétaire du Corse, et un de mes meilleurs agents auprès de lui. Citoyen premier consul, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire hier au soir. Voilà qu'une occasion se présente de dissiper toutes ces inquiétudes. La laisserez-vous échapper? Elle vous est offerte par l'affaire qui doit amener très bientôt devant les tribunaux
les auteurs, les acteurs et les complices de cette conspiration récemment découverte. Les hommes de Fructidor s'y retrouvent avec les Vendéens qu'ils secondent. Un prince de la maison des Bourbons les dirige. Le but est votre assassinat. Vous êtes dans le droit de la défense personnelle. Si la justice doit punir avec rigueur, elle se doit aussi de punir sans faire le détail. Réfléchissez bien. Vous avez fait saisir le dossier de l'affaire d'Anguin en 1814 et vous l'avez brûlé, sauf cette lettre retirée du dossier par Menneval. Elle est maintenant dans le vôtre. Et maintenant, monseigneur, nous sommes sur le même rang. Autrante a fait guillotiner le frère, on le savait. Mais on ne sait pas encore que Bénévent a fait fusiller le cousin. Duc, nos liens se resserrent. Vous pensiez jusqu'à présent me tenir à la gorge. Et voici maintenant que vous sentez le poids de mon poing sur la vôtre. Nous pouvons continuer à nous serrer le col jusqu'à nous étouffer l'un l'autre. Ou danser un moment ensemble. Avec votre mauvaise jambe. Je danserai sur un seul pied. Et vous ferez attention de ne pas me marcher dessus. Ce ne sera peut-être pas très gracieux, mais tout vaut mieux que nous entretuer. Les mises à mort m'ennuient. Ah, elle vous ennuie. Je n'aurais jamais cru. Pour moi, je ne m'y suis jamais ennuyé. J'ai vu Hébert, Chaumette, Carrier, Couton cracher leur tête dans le panier. Tous des amis. Mais c'était eux ou moi. Je n'ai aucun regret. Vous êtes effrayant. Pourquoi tiraillent-ils encore? Parce qu'ils ne sont pas contents. Et vous savez ce qu'est un mécontent, Fouché? C'est un pauvre qui réfléchit. La police est là pour l'empêcher de réfléchir. Sur ce point, je vous suis. Oui, mais pas de trop près, monseigneur. Si vous me suiviez de trop près, j'aurais l'impression que je vais recevoir un mauvais coup. Alors nous irons côte à côte. Si ce n'est dans la fraternité, ce sera dans l'égalité. Oui, égaux par le sang. Le sang des Bourbons qui nous a baptisés tous les deux. Autrante et Bénévent, égaux dans l'exécution et la trahison. Nous buvons trop peu de champagne. Il donne envie d'aimer. Je finirai peut-être par vous aimer, Fouché, si j'en écoutais le champagne. Eh bien, moi, plus j'en bois, plus je me méfie de vous. Oh! Et moi qui allais vous inviter à m'accompagner chez le roi. À Saint-Denis? Oui, c'est là qu'il attend de vous son passeport pour les Tuileries. Et que devrais-je lui dire? Il suffira que vous vous mettiez à genoux devant lui et que vous baisiez la main qu'il vous tendra. Rien que cela. Oui, l'émotion fera le reste. Il va falloir vous décider. Nous n'avons plus que quelques heures pour espérer être ministre de ce roi. Je réfléchis. Visiblement. Ce n'est pas parce que je vous ai demandé le détail du cérémonial que je suis d'accord sur le fond. Tout compte fait, la monarchie... Je commence à avoir sommeil. Madame la duchesse de Dino me réclame tous les soirs avant de s'endormir. Votre nièce? Eh bien, elle attendra. Ses yeux font la lumière dans ma nuit. Que peut-elle bien voir en moi que je n'ai jamais vu? Que dites-vous? Quelle heure est-il?
1h du matin. Et les Parisiens? Toujours là? La grande foule. Quel air ont-ils? Un air lourd. C'est l'orage. Il ne crèvera pas cet orage. Ils rentreraient chez eux s'ils crevaient. La pluie est contre-révolutionnaire. Il y a des éclairs, mais pas de pluie. Vous ne trouvez pas qu'il fait très chaud? Même ce soir, j'ai froid. Savez-vous, vous qui savez tout, que je porte 3 flanelles, 2 caleçons, une chemise, une culotte et un gilet. Et la nuit, pour dormir, 14 bonnets de coton filés les uns sur les autres. 14, on m'avait dit 18. Bon, les gens exagèrent toujours. Non, 14. J'ai toujours froid. Et puis, s'il advenait que je tombe du lit pour amortir la chute. Habillage et déshabillage, en tout 3 heures, ou 4. Ensuite, les repas, le whist, et les dames, ici et là dans la journée. Enfin, la politique et ses grimaces. On me croit affairé, mais je musarde. Une nuit, j'ai rêvé de vous. Oh, un cauchemar sans doute. On vous déshabillez comme le fait chaque soir votre valet. Et qu'est-ce qu'on trouvait après vous avoir épluché toutes vos étoffes? Rien. Comment vous devenez avec vous venez, pardon. Mais c'est parce que c'est la vérité. Vous êtes un bon policier, Fouché. Chez moi, même en habit de cour, doublé, doré, décoré, le rien perce. Ah, j'oubliais. Si vous décidez à m'accompagner chez le roi, il vous faudra prêter serment. Le serment de fidélité. Ce ne sera que le 8e. Ah, vous 8, moi 12. On n'a qu'une parole, il faut donc la reprendre. Eh oui, si on doit la redonner. Je vais vous faire rire, monsieur Fouché. Mais cette fois, je suis sincère. Quand j'étais jeune, j'avais une ambition pour la France. Je la voulais exemplaire. On y aurait parlé la plus belle langue du monde et créé librement des chefs-d'œuvre dans tous les arts. Il est malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette même idée de la France. Lui, il la voulait débordant de ses frontières naturelles, en crue, si j'ose dire. J'ai horreur de la démesure. Et cette France batailleuse qui aspirait à toute l'Europe ne me disait rien qui vaille. Et puis, Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre. La restauration dans ses fourgons va ramener les privilèges, mais ne redonnera pas du génie aux privilégiés. En somme, vous n'avez trahi que par vertu. Je n'ai jamais abandonné un prince avant qu'il se soit abandonné lui-même. Infidèle au régime, mais toujours fidèle à la France. Et puis, je vais vous dire un aveu, monsieur Fouché. Tout ça, tout ce qu'on dit de moi, je m'en fous. Je vous envie d'être né, monsieur. Mes trahisons à moi n'ont pas d'antécédents dans l'histoire de France. Elles manquent de branches, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Chez nous, le premier Talleyrand qui ait trahi son roi vivait à l'époque de Hugues Capet. C'est devenu un souvenir à la gloire de la famille. Je vous acquitte donc, au nom de vos ancêtres, meurtriers, parjures et prédateurs. Et vous, ô Trente, au nom de quoi allez-vous demander les circonstances atténuantes au tribunal suprême? Je suis passionné, monseigneur. La passion, quelle excuse et quel argument. Que d'acquittement on lui doit. Et la mienne est dévorante.
Je suis à son service tout entier, et tant que je vivrai. Son nom, Fouché, son nom. Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu. Le déchiffrer, le démasquer, l'ouvrir. En commençant par les tiroirs, je suppose. Acheter la femme qu'il aime. Extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur et peut-être même sa tête. Ah, monsieur, le plaisir qu'il y a à mettre un homme devant l'inavouable. Il faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre. Méconnaissable, épouvanté, une bougie qui coule. Et qui illumine votre vie. Il se croyait à l'abri, sous le brocart et les honneurs. Mais quand on perce la dorure, tout ce puc s'écoule, il se dessèche à vue d'œil. Ah, j'envie le roi qui vous aura pour ministre. Il en saura plus en un mois sur les siens que l'histoire ne lui en a appris en 10 siècles. Allons, buvons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous permettez, ce n'est point ainsi qu'on doit boire le cognac. Regardez un moment, s'il vous plaît. On prend le verre dans le creux de sa main, on le réchauffe, on lui donne une impulsion circulaire pour que la liqueur dégage son parfum, on l'approche de sa narine, on le respire, Et puis, on le repose et on en parle. vos belles manières, elles sont à mort, monseigneur. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse. C'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Et personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque et redoutable. C'est ainsi que je conçois la police, indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors ce sera l'ordre, monsieur. Il prépare l'assaut final. Je ne crois pas. Quelques furieux ont dû allumer un feu de paille. Ils s'excitent tout seuls. Toujours aussi nombreux. Plus nombreux. Inquiet, Fouché. J'aime l'ordre, vous savez. Ah, s'il y avait une tête à la police. À trop attendre, nous risquons d'être débordés. Nous serons balayés, monsieur Fouché. Vous avant moi. On passe le premier quand on s'appelle Talleyrand. Oui, monsieur, on vous arrachera tous vos habits. On vous jettera dans la rue. Et vous verrez filer dans le ruisseau vos flanelles et vos caleçons, tout nus, debout sur votre jambe de fer. Êtes-vous malheureux, Fouché? Malheureux, moi. Il faut l'être pour prendre plaisir ainsi à faire peur. Alors, mon ami, qu'est-ce qui vous tourmente? Dites-moi. Oh. Je n'ai pas été élevé. Chez vous, les Talleyrand, on parlait du cognac auquel on n'avait pas touché. Tandis que chez nous, on buvait justement parce qu'on n'avait rien à dire. Toutes ces idées, mon père, un vieux loup de mer, les trouvait après avoir bu. Un matin que j'avais communié, j'avais 9 ans, et que lui sortait du troquet, il me jeta au fond de sa barque malgré mes cris et la poussa vers le large. Un temps épouvantable, des vagues d'une hauteur. Tout mon déjeuner y passa et ma communion avec.
Moi, je ne tenais pas encore sur mes jambes quand je tombais du haut de la commode où m'avait planté ma nourrice. J'en récoltais ce pied. 4 ans après, mes chers parents n'avaient pas encore demandé de mes nouvelles. Ah, au moins, il vous foutait la paix. Tandis que moi, qui étais chétif et qui manquais de souffle, je devais galoper pendant des heures sur la plage. Pour m'aguerrir, disait-il. Et quand, n'en pouvant plus, je rentrais pour dîner, j'avais droit. Vous savez à quoi j'avais droit, monsieur? À des palourdes. Oui, des palourdes. Ils vous ont aimé, vos parents? Non. Je ne sais pas pourquoi nous ne nous connaissions pas. Ah, heureux enfants. Quand ils ont eu fini de me faire courir sur le sable mouillé, les miens m'ont enfermé chez les oratoriens. À devoir avaler leur brouet, j'en venais presque à regretter mes coquillages crus. Et le froid dans les dortoirs, il gelait toutes les nuits dans les cuvettes. Au moins vous aviez un toit. Savez-vous qu'à 5 ans, chez ma nourrice, au faubourg Saint-Marcel, je chassais l'alouette en plein hiver et en guenilles. Un oncle qui passait par là m'emmena tel quel chez ma mère. Il m'introduisit dans le salon. Un jour, elle recevait. « Ma sœur, lui dit-il, voici le descendant des princes de Chalais. Un jeune homme qui a pour blason... » De gueule à 3 lions d'or, l'an passé armés et couronnés de princes sur l'écu et couronne ducale sur le manteau. Jusqu'à mon blason. Et votre oncle a dit, Monseigneur, allez vite embrasser cette personne qui est madame votre mère. J'obéis, mais ce baiser, elle ne me le rendit pas. On n'a pas eu d'enfance. Un prince de Chalais. Comte de Grignol, marquis d'Excideuil, baron de Mareuil, de Beauville et autres lieux. Un Talleyrand, devant donner dans la soutane et par décision familiale, parce que j'avais un pied beau. Je me jurai dès lors qu'ils s'en repentiraient. Oui, tous, famille, église, monarchie. Le seul serment que vous ayez tenu, monseigneur. Quand un enfant a été trahi par sa mère, il n'a plus de parole. Et là, prince, on dirait que nous devenons amers. Il faut noyer cette inclination. Ah, que c'est bon. Comment me trouvez-vous? La taille, le maintien? Oh, vous savez, pour un homme, la beauté ne fait gagner que 15 jours. C'est vrai, je suis laid. Mais non, vous êtes beau, mon cher. Bien, c'est que je m'habitue. À qui voulez-vous plaire? À ma femme. On m'avait dit qu'elle était morte. Oui, la première. Mais je vais me remarier. Ah, félicitations. Cela fait plusieurs années que je suis veuf. Trouvez-vous que je sois trop vieux? Avec votre fortune et votre titre, un homme n'est jamais vieux, duc. Oui, je le crois. Et elle m'aime. Et vous? Ah, moi, mon Dieu. Dès qu'elle arrive, on dirait que... Il suffit que je l'aperçoive. Oui, je l'aime. Peut-on savoir son nom? Mademoiselle de Castellane. Elle a 26 ans. Oh, Castellane, une des plus anciennes familles de Provence, et 26 ans. Fouché, quelle belle aventure. Dites-moi, n'auriez-vous pas fait jadis tomber la tête de son père? Il a été sauvé par la chute de Robespierre, le 9 Thermidor. Oh, dommage. Elle vous eût aimé dans le déchirement, comme Chimène. Dites-moi, duc d'Otrante, oh, simple curiosité, vous qui êtes
l'homme le plus riche de France est fiancé à une très jeune et jolie femme. Pourquoi ne pas vous retirer dans votre château d'Aix? Qu'est-ce qui vous retient aux affaires? Il n'y a point les affaires, monseigneur. Il y a la vie. La vie, c'est le nom que prennent les affaires en passant par nos veines. Ah, une belle formule. Au début, on fait de la politique pour conquérir le pouvoir. Puis, quand on a le pouvoir, on joue à faire de la politique. À quoi voulez-vous que je joue à mon âge? Je ne suis pas fatigué. Le pouvoir n'épuise que ceux qui ne l'exercent pas. Et puis, être dans le secret. Alors, jouons, Monsieur le Président. Il va falloir que nous habitions ensemble. Essayons-nous à cette perspective. Mais ne l'oublions pas, ce sera vous et moi, sinon ni l'un ni l'autre. Alors ce sera vous et moi. Ah, enfin un mot qui avance les choses. Vous et moi, moi et vous. Vous verrez, ce ne sera pas du tout triste. À nous deux, la restauration va prendre un parfum de régence. Secrétaire d'État au ministère de la Police Générale, est-ce que cela vous convient? Je retrouverai mes réseaux. Ils vous attendent. Ah, un réseau bien organisé. C'est l'irrigation du pays. C'est l'information qui circule. Le doute qui devient certitude. Et le suspect coupable. Ah, monsieur, ce moment où le crime apparaît en filigrane au travers de l'honnête homme. Ce moment, un homme comme moi le paierait de sa vie. Il n'y a donc point, selon vous, d'innocent? Il n'y en a point, en effet. Ça me rappelle une histoire, une simple anecdote. C'était à l'hiver 1794, j'étais place de la Concorde, au pied de la machine. On dépêchait en effet ce jour-là quelqu'un que je connaissais bien. Quand soudain l'homme se mit à crier « Arrêtez, arrêtez, je suis innocent !» Et Samson, vous savez ce qu'il lui a dit, Samson, en le basculant sur la planche? Innocent, c'est ce qu'on va voir. Et crac! Ouais. Ça ne vous fait pas rire. Bon, si je finissais la bombe avant qu'elle ne soit en eau. Je vous sers? Carême est toujours à votre service? Oui. En France, les régimes passent, la cuisine demeure. Eh ben, vous lui ferez des compliments, hein. Je n'y manquerai pas. Ce souper est une merveille. Dites-moi, est-il vrai que votre principal agent auprès de Bonaparte... Ah oui, oui, Joséphine. Ah, elle m'a coûté cher, la garce. Ah, mais quel agent. Grâce à elle, je les tenais tous. Les 4 frères, les 2 sœurs, la mère Laetitia, l'oncle Fesch, tous les membres du clan. Et même lui, le chef, qui ne se doutait pas que tout ce qu'il racontait sur l'oreiller le soir m'était rapporté le lendemain, mot pour mot. Il n'a jamais compris. Il en devenait fou. Parlons de vous, monseigneur. Vos projets, vous allez retrouver les relations extérieures? On me connaît bien en Europe, et le roi ne l'ignore pas. Vous qui avez toujours voulu disposer des événements, vous allez être en mesure de pouvoir les faire. J'ai signé des événements, je ne les ai point faits. Les événements se défont, il ne faut pas s'y attacher. Ah, parfois, ce sont eux qui s'attachent à vous. Des remords, duc? Oh, occupez-vous de vôtres. Je vous le promets. Mais moi, puis-je compter sur vous? M'accompagnerez-vous chez le roi? Si vous pouvez me garantir
Le portefeuille de la police générale, il vous attend. Et l'amnistie pour vos amis pleine et entière. En ce cas, je viendrai. Mais maintenant, je vais aller dormir. Il ne faudrait pas que demain je restasse les deux genoux cloués au sol devant le fils de Saint-Louis. Je viendrai vous chercher en voiture à 10 heures pour vous conduire à Saint-Denis. Je serai prêt. Pourquoi avez-vous cherché à obtenir sa mort? Il était inoffensif, vous le saviez. Il ne complotait pas. Pourquoi l'avez-vous fait assassiner? Les royalistes relevaient la tête. Il fallait frapper haut, faire un exemple. Il me semblait que nous étions d'accord à ce sujet. Aviez-vous besoin d'intervenir en personne et par écrit? Il ne manquait pas de candidats exécuteurs sans vous mettre à leur tête. Étiez-vous apparenté au duc d'Enghien? Comment dit-on dans l'argot de votre métier? Cuisiner, n'est-ce pas? Seriez-vous en train de me cuisiner par hasard? Je répète ma question. Étiez-vous apparenté au duc d'Enghien? Le métier vous revient, Fouché. Les Talleyrand étaient apparentés à la famille des Condé. En grimpant tout en haut de l'arbre, je suis sûr qu'on finirait par trouver une branche où nos ancêtres sont perchés côte à côte. Il était jeune. Il était innocent. Il était fidèle à son roi. Il n'avait pas de vice. Il ne boitait pas. Un homme de soleil et qui vous regardait chaque matin dans votre miroir quand on poudrait votre visage d'ombre. Insupportable. Vous ne pouvez vous supporter. Et malgré tous les soins que vous prenez de vous, vous ne cessez jamais de souffrir de vous-même et de vous dégrader à plaisir. Monsieur de la police, enquêtez-vous ou me confessez-vous? Je vous renifle et m'aperçois que vous sentez mauvais. Plus mauvais que moi qui ne sens que le sang. Gardez-vous bien de vous en vanter auprès du roi. Son odorat est très sensible à ce parfum, surtout en ce qui vous concerne. Allons, encore un cognac, duc d'Otrante, il vous redonnera le goût des bonnes choses. Allez-vous mieux? Je vais très bien. Alors pourquoi me cherchez-vous querelle? Au nom de quoi? Vous êtes surprenant, mon cher, sur les 1 heure du matin. Je me suis assez expliqué. L'histoire jugera. À l'immobilité de l'histoire et au mouvement des affaires. Et au nouvel ancien régime, au fils de Saint-Louis, à notre amitié. Et feu, feu sur les bonnets rouges. Et au néant, au 30, au néant. Et dehors, que font-ils? Ils sont partis. J'en étais sûr. Un peu de pluie, et voici l'ordre revenu. C'est effrayant. Quoi? Ce vide? Finalement, cette nuit, tout vous effraie. Un peu plus de dessert? Je voudrais qu'on m'ouvre la porte. Qu'on m'ouvrit, Fouché, qu'on m'ouvrit. Mais ouvrez-la vous-même, si vous voulez partir. Elle n'est pas fermée à clé, cette porte.
Cela ne siérait pas au chef du gouvernement provisoire. Un homme omnipotent qui ne ferait pas 3 pas tout seul dans l'obscurité. Les valets sont peut-être là à vous guetter dans l'ombre. Mes valets, à moins que ce soit les vôtres. Cette nuit, le diable seul le sait. Si vous coupez la gorge, je ne les dénoncerai pas. On saurait tout à fait. Nous nous sommes fait assez peur pour cette nuit. Oui, vous avez raison. Le temps nous est compté. Nous sommes vieux et si riches, et nous allons bientôt mourir. Est-ce juste de se voir tout reprendre en un instant et d'être tout à coup comme celui qui n'a rien eu et n'a rien été? Cultivez la mélancolie. Elle vous fait tout doucement à l'idée de la mort. Ah, ne me parlez plus de la mort. Au moment où tout recommence. Ah, je vous avais bien dit que nous arriverions à un accord. Mais j'en étais persuadé, et à égalité de force. Pour l'instant, Fouché. Pourquoi épousons-nous? Des hommes comme nous devraient se contenter du mariage politique. Il est tellement plus passionné. Soignez-vous bien, mon cher. Sans vous, je serai veuf. Allez vous reposer. Et n'oubliez pas, à Saint-Denis, chez le roi. Comptez sur moi. Vous n'aurez qu'à vous mettre à genoux et à baiser la main qui vous tendra. Et moi, je serai là pour vous bénir. Fouché, ne me faites pas rire. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand note le 7 juillet 1815 « Vers 11 heures du soir, je me rendis à Saint-Denis. Introduit dans une des chambres qui précédaient celle du roi, je ne trouvai personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand marchant, soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment.